accepté de contribuer au congrès Vers l'amour conscient organisé par l'Université de l'amour. On est, euh, on est vraiment ravis de vous recevoir. Merci à vous. Oui, alors nous, on avait envie de faire une courte présentation pour vous laisser un maximum de temps de parole. Mais ce qu'on aimerait surtout dire avant tout, c'est que vous avez écrit 23 livres au total. Oui, 23, on les a comptés. Alors, il y a une autobiographie, il y a des romans érotiques et puis il y a aussi beaucoup d'essais. Et donc, la conférence aujourd'hui, elle va porter sur pratiquer le nouvel art d'aimer. Donc, c'est de ça dont vous allez nous parler. Et puis, on s'est beaucoup, comment dire, concentré sur ce livre qui est un superbe livre. La manière dont on vous connaît, c'est la manière dont beaucoup d'auditeurs vous connaissent. C'est-à-dire qu'on connaît votre émission, qu'on écoute fréquemment, pas tout à fait quotidiennement, mais enfin, on est quand même de fidèles auditeurs. C'est la raison principale pour laquelle on vous a invité à ce congrès. Et puis, on a plongé dans cette bibliographie et on a vu que, pour la plupart, vos ouvrages traitent de sexualité, d'amour et de spiritualité, qui sont les thèmes principaux de ce congrès. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé essentiellement au nouvel art d'aimer. Voilà, et on a vraiment très envie de vous entendre sur tous ces sujets-là. Mais en fait, le nouvel art d'aimer, je l'ai écrit au départ, on m'avait plutôt commandé un livre sur l'amour sacré ou sur le slow sex. Et je trouve que c'est très intéressant, tout ce qui est actuellement développé dans le tantra, le slow sex, etc. Mais je trouve que c'est un petit peu trop pour réserver à une certaine catégorie de gens. Et moi, je suis tout à fait consciente que j'ai un public qui est très populaire, c'est-à-dire qu'il y a certes des gens qui sont très intéressés par la spiritualité, mais il y a aussi des gens qui sont très proches du peuple et qui ont en eux une dimension humaine formidable et qui ont envie de bien faire, mais qui n'ont pas encore accès si je puis dire, à un niveau de spiritualité. Et donc, j'avais vraiment envie d'écrire un livre qui, à la fois, parle de sexe, d'amour, mais entre les lignes, donne une petite ouverture vers la spiritualité. Et c'est de là, donc, finalement, qu'est venu le nouvel art d'aimer, d'un livre qui devait parler surtout de sexualité et de spiritualité. J'ai voulu englober, si je puis dire, un peu tout, parce que ce que je trouve très intéressant, c'est que dans la sexualité, il y a quelque chose de l'ordre de l'extase, comme par exemple dans la méditation, c'est les seuls moments où on peut vraiment un peu sortir de soi et toucher justement cette part humaine qui nous emmène très haut, quoi. Et la sexualité, finalement, elle est accessible à tous. Tout dépend de la manière dont on va la pratiquer et surtout le sens qu'on va y mettre et ce qu'on va en faire. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'apporter aux gens qui n'ont pour l'instant pas encore de dimension spirituelle, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, de leur montrer que par la sexualité, si on en fait justement de la sexualité et non pas qu'on ne reste pas dans la consommation du sexe, on peut se sentir mieux et on peut donner du sens à son existence. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que moi, ce que ça m'évoque, c'est une forme de spiritualité laïque, enfin de spiritualité vers laquelle on tend, mais de manière simple, quoi, sans partir dans des trucs compliqués ou qui peuvent paraître abstraits. Je ne sais pas, c'est un peu ce que vous voulez dire, non? Oui, oui, tout à fait. Mais je pense que par exemple, quand on travaille sur les chakras, on voit bien que ça démarre du bas et que donc ça démarre de nos besoins de sécurité, de nos besoins d'avoir envie de vivre. Et quand on vient au monde, si on n'a pas envie de vivre, on ne sort pas du ventre de sa mère.
Et ensuite, on passe à un chakra qui est quand même très basé sur la sexualité et qui souvent, auprès de gens qui travaillent bien dans la spiritualité, il est finalement très vite abordé et très vite mis de côté. Et pourtant, ce chakra-là, il est essentiel parce que si on n'a pas travaillé le premier et le deuxième et qu'on va tout de suite vers le troisième, ben, quelque part, on va être dans une spiritualité assez branchée, ok, qui sera peut-être intéressante aussi, mais on n'aura pas travaillé sur sa part d'ombre, sur ce qu'on appelle, enfin, moi, par exemple, je trouve très intéressant quand on parle de Ève et de Lilith. Lilith, elle est souvent considérée comme mâle, comme la mauvaise femme, la femme, etc. Comme la sexualité est souvent considérée comme quelque chose des bas instincts, etc., dans beaucoup de religions. Donc, on voit bien que même dans la spiritualité, dans beaucoup de courants spirituels, la sexualité aussi, elle est considérée comme quelque chose de finalement peu intéressant et il faut tout de suite passer au chakra supérieur. Et je pense que c'est vraiment une erreur fondamentale parce que si on n'est pas lucide sur sa sexualité, sur ses pulsions sexuelles, sur ses blocages sexuels, quelque part, on peut pas réellement grandir dans un épanouissement total et dans une tolérance totale. Parce qu'on va obligatoirement, moi je le vois avec certains de mes invités qui sont mal à l'aise quand il y a, par exemple, une question d'un auditeur qui est d'une sexualité un petit peu, on va dire, un peu marginale ou voire même un peu perverse. Certains sont très mal à l'aise, notamment par exemple avec le sadomasochisme, parce que ça doit toucher des parts d'ombre qu'ils n'ont pas résolues, tout psy qu'ils sont depuis tant d'années. Parce qu'il n'y a rien à faire. Notre sexualité, tant qu'on ne l'a pas, alors je ne dis pas qu'il faut absolument que tout le monde fasse du libertinage ou fasse tourner des films porno, etc. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il faut vraiment essayer de comprendre quelles sont nos pulsions, après nos fantasmes. Après, on y va ou on n'y va pas. Je dirais que ça, c'est dans un deuxième temps un questionnement qu'on peut se faire. Mais si on ne les connaît pas, si on ne sait pas ce qui nous excite, ce qui nous habite, ce qui nous fait peur, ce qui nous dérange, quelque part, on ne se connaît pas réellement en profondeur. Et donc, pour moi, on ne peut pas s'élever si on n'a pas d'abord travaillé ce qui nous amène vers le bas, quoi. Et c'est les fondations, en quelque sorte. Alors justement, comment s'élever? Parce que je sais que dans ce livre, il y a beaucoup de conseils, en fait, de plein de natures différentes. Donc, comment s'élever, justement? Et bien justement, en comprenant qu'il faut aller chercher justement ce qui nous excite, ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, ce qui nous dérange. Si ça nous dérange, c'est que quelque part, il y a quelque chose à comprendre. Par exemple, j'ai parfois des témoignages de personnes qui sont totalement pour la fidélité absolue, et puis qui tout d'un coup, parce que leur partenaire, homme ou femme d'ailleurs, hein, a commis la faute, donc a été voir ailleurs, veulent absolument mettre fin au couple. Et ben, s'ils ont l'intelligence d'analyser qu'est-ce que ça bouscule chez eux, qu'est-ce que ça provoque chez eux, et ben peut-être qu'ils vont en effet découvrir que finalement c'est idiot, il vaut mieux rester en couple et puis arriver à passer l'épreuve, et là ils vont grandir. S'ils n'essayent pas de travailler sur ce que ça touche vraiment chez eux, parce que ça peut toucher plein de choses, et ça ne touchera pas les mêmes choses chez deux personnes différentes, et ben, ils ne pourront pas passer outre, parce qu'il y aura un désir de vengeance ou bien trop de souffrance ou de la colère, enfin bref. Mais si on comprend pourquoi ça nous touche autant, à ce moment-là, on peut dépasser, et on peut analyser, et on peut pardonner. Donc, je crois que c'est tout ça. Et donc, on voit bien que dès qu'on touche à des choses qui sont en relation avec la sexualité, ça touche des choses très, 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 très fortes chez chacun d'entre nous. Après, on peut avoir envie d'être asexuel et de n'avoir pas du tout de sexualité. Moi, c'est quelque chose que je peux tout à fait entendre, mais
ça signifie de toute façon quelque chose. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas anodin. Et si on dit, bah non, je suis né comme ça, je suis comme ça, quelque part, on n'avance pas sur soi. Et je ne crois pas qu'on puisse parler de spiritualité si on ne se connaît pas réellement soi-même. Ce que j'entends dans tout ce que vous dites là, c'est que si on veut procéder à ce mouvement d'élévation dont on parle depuis tout à l'heure, il est nécessaire d'avoir vécu une confrontation avec l'autre. On peut pas prétendre avancer sans la confrontation avec l'autre, comme dans le cas du couple dont vous présentiez l'exemple théorique à l'instant. Oui, c'est tout à fait ça, tout en sachant bien qu'on peut très bien choisir de vivre une vie totalement solitaire, mais c'est quand même quelque chose qui parle de nous. Si on choisit de ne pas, enfin de rester totalement indépendant, de ne jamais se mettre en couple, quelque part, ça parle de nous. Ça parle de notre peur, alors ça peut être plein de choses différentes, encore une fois. Ça peut être la peur de souffrir, ça peut être une blessure d'abandon qui n'a absolument pas été résolue, ça peut être un égocentrisme forcené, ça peut être un mépris pour l'autre. Mais ça parle forcément de nous, parce que quoi qu'on en dise, l'être humain, et comme d'ailleurs beaucoup de mammifères, n'est pas un animal solitaire. Donc si on choisit réellement une vie très très solitaire, c'est que quelque part, il y a quelque chose qu'on a besoin de protéger ou de réparer. Oui, d'ailleurs, au sujet de réparation, il y a cette phrase que j'aime beaucoup: «Le couple est là pour réparer nos blessures d'enfance». Oui, alors réparer, c'est dans un deuxième temps, mais en tout cas, le couple va forcément éclairer nos blessures d'enfance. Je crois que c'est vraiment le lien humain qui appuie le plus là où ça fait mal. Avec après la capacité, si on accepte, on peut réparer bien sûr, mais on voit d'ailleurs de plus en plus de gens aujourd'hui qui vont se séparer assez rapidement, justement parce que ça appuie là où ça fait mal, et ils n'ont pas envie de réparer, ou ils n'en ont pas les capacités. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui est un petit peu dommage, parce que je pense que si on ne répare pas, de toute façon, le prochain ou la prochaine appuiera exactement au même endroit. Vous diriez que, je ne sais pas, que les relations amoureuses sont plus vite consommées aujourd'hui que, je sais pas, il y a 20 ans par exemple Alors, d'abord, il y a une chose qui quand même a terriblement changé et qui forcément va nuire à la solidité du couple, mais je dirais tant mieux, c'est que les femmes actuellement ont une capacité de travailler, de gagner leur vie, donc elles sont plus indépendantes que ne l'étaient nos grands-mères et nos arrière-grands-mères. Il est évident que jusqu'aux années 60, 65, 70, je dirais même, beaucoup de femmes ne travaillaient pas, donc c'était très compliqué pour elles de mettre fin à leur couple, parce que c'était sur le plan financier particulièrement périlleux. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque pratiquement toutes les femmes travaillent. Alors ça, c'est plutôt bien, sauf qu'on a de plus en plus de femmes qui ont un ou deux enfants, qui finalement quittent leur compagnon et se retrouvent ensuite en dessous du seuil de pauvreté. Donc on voit bien que le couple, c'est aussi une alliance matérielle. Alors je sais que c'est loin de l'amour, tout ça, mais c'est quand même une réalité, et il ne faut pas oublier que l'être humain, avant l'amour, a besoin de sécurité. Et je crois que c'est vraiment quelque chose, si on veut réussir sa vie, et là je ne parle même pas de sa vie affective, mais je crois que d'abord il faut penser à réussir sa vie. Eh bien, vivre à deux, c'est parfois plus équilibrant que de vivre seul. Mais ce que les gens oublient surtout, c'est que vivre à deux, ça ne veut pas dire s'aliéner, ça ne veut pas dire se soumettre, ça veut dire juste se respecter soi-même et respecter le lien qu'on fonde avec l'autre. Comme je dis souvent, et beaucoup de thérapeutes d'ailleurs le disent, un couple, c'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire qu'il y a chaque membre du couple plus le couple qui forme une entité.
Et si on comprend ça, après, on peut très bien vivre en couple, rester deux bons amis, tant mieux si on reste aussi deux bons amants. Et à ce moment-là, il y a une solidarité qui aide à finalement mieux s'épanouir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est totalement étranger dans la vision de l'amour et dans la vision du couple. Parce qu'on est actuellement dans une visualisation idéale du couple, comme si l'amour, justement, ça allait tout changer, ça allait tout soigner, ça allait... Non, l'amour, c'est on confond le sentiment amoureux qui, en effet, nous rend aveugles. Et puis l'amour, c'est une construction. Alors, vous venez de dire deux amoureux, et tant mieux si on est deux bons amants. J'aime bien cette précision. Donc, si on est deux amoureux, et puis avec le temps, on n'est plus tellement de bons amants, comment ça se passe en fait? Je crois qu'il y a deux choses qui permettent de rester de bons amants. Il y a d'abord une entente sexuelle, une alchimie, je dirais même, parce que je trouve que le mot alchimie correspond bien à l'idée de deux corps qui s'emboîtent en quelque sorte. Et ça, on le sait quand même plus ou moins au début, parce que quand la sexualité ne marche pas trop bien au début et qu'on se met ensemble, en général, la sexualité, elle ne va pas marcher mieux 1 an, 10 ans après. Donc il y a ça. Et puis ensuite, il y a tout ce qui va pourrir la sexualité, c'est-à-dire les rancœurs, le manque de séduction, le manque de communication. Moi, je dis toujours que une femme, elle a besoin, pour continuer à avoir envie de faire l'amour, parce qu'elle est moins habitée par la pulsion sexuelle que l'homme, elle a besoin, pour continuer à avoir envie de faire l'amour, elle a besoin de s'ouvrir. Il faut qu'elle ait envie de s'ouvrir. Et si elle ne se sent pas respectée dans son besoin d'être écoutée, si elle ne se sent plus séduite, à un moment donné, elle va se fermer. Elle va se fermer parce qu'elle se sent blessée, parce qu'elle souffre de ne pas être écoutée. C'est vrai qu'on est parfois chiante avec nos besoins de parler de nos émotions, mais bon, on est comme ça. Et si l'homme ne nous écoute plus, à un moment donné, on va se fermer. Et si on se ferme, on ne peut pas s'ouvrir sexuellement. Et donc, à ce moment-là, les deux amants ne sont plus de bons amants, puisqu'il y en a une qui va se forcer un peu à faire l'amour, et de moins en moins, puisque maintenant, les femmes ont compris qu'il fallait être consentante. Donc, la sexualité, évidemment, devient compliquée, alors que pourtant, elle pouvait marcher très, très bien au début. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment deux paramètres nécessaires pour que la sexualité dans un couple marche. Et s'il y a ces deux paramètres, la sexualité, elle peut vraiment être tout à fait épanouissante, et je dirais même de plus en plus épanouissante, puisque les corps se connaissent de mieux en mieux et on sait où appuyer pour que ça fonctionne bien. Oui, alors merci de le préciser parce que dans tout ce que vous dites là, j'entends aussi que la sexualité peut être de plus en plus épanouissante dans un couple avec le temps. Et ça serait quoi la recette? J'ai bien compris tout ce que vous dites au sujet du fait que pour que la femme s'ouvre, il faut qu'elle soit respectée, aimée, écoutée au sein de son couple. Mais est-ce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte si on veut que la sexualité s'épanouisse au fur et à mesure de la relation? Ben, il faut quand même apprendre à s'améliorer dans le sens d'être un bon amant ou une bonne amante. Et ça, c'est quoi? C'est peut-être là où on arrive à la spiritualité et la sexualité. C'est-à-dire que c'est pas de la gymnastique, une rencontre sexuelle. C'est une relation à ses sens. C'est donc en rapport avec la sensualité. C'est une réceptivité aux sentiments et aux sensations de l'autre. Donc c'est quand même se mettre au diapason l'un et l'autre. Et ça demande forcément une ouverture vers l'autre, aussi bien de la part de la femme que de la part de l'homme. Et si les deux se mettent de plus en plus dans cette ouverture à l'autre, là, on a réellement quelque chose qui est de l'ordre du sacré, puisque finalement,
on se donne à l'un et à l'autre pour se donner du plaisir, certes, mais aussi pour s'unir au sens de ne faire qu'un, enfin de faire partie de l'univers en quelque sorte. Donc il y a vraiment dans cette sensation d'être dans la sexualité qui est vraiment dans la relation à l'autre et dans la relation à l'univers, il y a quelque chose qui nous échappe, il y a quelque chose qui nous grandit, il y a quelque chose qui nous donne en effet ce sentiment d'éternité. Quand on dit un vieux couple qui s'aime et qui a su s'aimer, qui a su traverser les épreuves, bah, en règle générale, ils ont même plus peur de mourir et souvent d'ailleurs, ils s'éteignent l'un et l'autre presque en même temps parce qu'il y a justement cette dimension d'un ailleurs. Après, on appelle ça le cosmos, la spiritualité, Dieu ou je ne sais quoi, ça n'a pas d'importance. Mais c'est Alors après, moi, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'âme, mais j'ai pas, enfin moi j'ai pas d'explication à en donner. C'est juste quelque chose qu'on constate bien. Dans votre livre, vous parlez des 3 piliers de l'amour, donc 3 mots-clés qui sont, l'intimité, la passion et l'engagement. Et est-ce que vous pourriez nous parler de ces 3 mots-clés? Alors ces trois choses qui veulent dire donc l'intimité, l'engagement et la passion. Alors la passion, tout le monde comprend bien, c'est le sentiment amoureux qu'on a, notamment quand on a un coup de foudre, etc. L'intimité, c'est tout ce que j'appelle la tendresse, l'envie de se toucher, l'envie d'être proche l'un de l'autre, et évidemment la sexualité. Et l'engagement, c'est le fait de se dire j'ai envie de faire quelque chose avec cette personne-là, j'ai envie d'aller dans le même chemin que cette personne-là. Et quand on a les trois, c'est extraordinaire, mais c'est très rare d'avoir les trois pendant très longtemps. En général, la passion a tendance un peu à s'émousser. S'il reste l'intimité et l'engagement, ça va très bien. Ça fait un couple solide qui se respecte et qui a des projets ensemble et qui continue à aller dans la même direction. Si on a la passion et l'intimité, ça fait généralement un couple qui va être sexuellement très, très, très proche. Les corps se parlent peut-être plus que tout. Si on a la passion et l'engagement, ça c'est quand même assez rare, mais ça va faire un couple qui s'engage avec une sexualité très torride, mais il faut que la sexualité reste très torride. Ça peut être par exemple un couple de libertins, parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose. Voilà. Mais si on n'en a qu'un des trois, c'est assez compliqué quand même que le couple puisse durer. Et c'est voilà. Mais à chacun, enfin, je veux dire, à chacun d'analyser qu'est-ce qui dans le couple est le plus fort et puis ça peut être des périodes où il y a plus l'un, un peu plus l'autre, etc. L'idéal évidemment c'est d'avoir les trois, au moins une petite dose des trois, quoi. Vous avez dit tout à l'heure que passion et engagement, ça pouvait par exemple être un couple de libertins. Et ça m'a inspiré la question suivante, c'est que de nos jours, on entend beaucoup parler du libertinage, de l'échangisme, comme des expériences qu'il faudrait absolument avoir vécues d'une certaine manière. Par rapport à tout ce que vous nous avez dit avant sur le travail du couple, le désir d'épanouissement progressif de la relation et de la sexualité dans le temps, je me demande, est-ce qu'il est nécessaire ou pas, ou est-ce qu'il est recommandé ou au contraire absolument déconseillé d'aller explorer, par exemple, le libertinage ou l'échangisme, etc., dans le cadre de la construction d'un couple à long terme? Non, je ne crois pas du tout que ce soit obligatoire. Après chacun fait ce qu'il peut d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas forcément ce qu'il veut. Je pense que je déteste cette notion de fidélité, d'infidélité. Je crois l'avoir remplacée plusieurs fois par le terme de loyauté. Je pense que
la notion de fidélité est une notion qui est quand même très basée sur une morale qui vient de loin. Encore une fois, c'est très bien d'être un couple qui se jure fidélité et qui peut rester fidèle. Encore une fois, j'ai pas d'avis tranché sur le fait, mais c'est pas forcément, c'est pas forcément parce qu'un couple est fidèle que c'est un couple qui fonctionne bien. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Un couple qui n'est pas épanoui sexuellement, si l'un des deux a réellement une nécessité de besoins sexuels, parce qu'on n'est pas tous égaux, il y a des personnes qui sont hypersexuelles et d'autres qui sont hyposexuelles. Donc, si on est avec quelqu'un d'hyposexuel et qu'on est hypersexuel, je pense que ça sera une grande souffrance de rester fidèle à cette personne, parce que si on a besoin de faire l'amour au moins une fois par semaine et qu'on fait l'amour une fois tous les 6 mois, il y a forcément une frustration. Est-ce que cette frustration, elle apporte une jouissance parce qu'on se sent mieux dans son estime de soi, d'accepter cette frustration par amour pour l'autre? Pourquoi pas? Mais encore une fois, ça va être à chacun d'analyser sa relation à l'autre et sa relation à soi-même. Moi, je ne vois pas pourquoi, si on aime faire l'amour, on devrait accepter de rester fidèle à quelqu'un qui ne veut plus de sexe. Je ne vois pas pourquoi. Ça me paraît complètement une question de morale qui n'a pas lieu d'être quand on évoque la spiritualité, parce que la spiritualité, elle n'a pas, il n'y a pas une notion de morale dans la spiritualité. La morale, c'est une notion culturelle, c'est une notion éventuellement religieuse, mais pour moi, la morale ne peut pas être une notion spirituelle. On peut parler d'éthique si on parle de spiritualité, mais pas de morale, parce que la morale, tout de suite, elle met ça c'est bien, ça c'est mal. Non, je crois pas qu'il y ait une notion en ce qui concerne l'amour et la sexualité de vraiment d'un côté c'est bien et d'un côté c'est mal. C'est à chacun d'arriver à se découvrir, à se connaître et à ce moment-là d'être en paix avec sa propre éthique. Je vous remercie de tout ça. Ma question était sans arrière-pensée moralisatrice. C'était pas tellement forcément de savoir si c'était bien ou si c'était mal. C'est plutôt la question que je me posais, c'était plus de est-ce qu'on peut avancer sur un chemin de connaissance dans un couple euh, au long cours avec cette décision justement d'engagement dont vous parliez tout à l'heure comme un des 3 piliers du couple euh, et, euh, et simultanément avoir un chemin de découverte ou d'approfondissement de la sexualité qui englobe le libertinage ou l'échangisme, quoi. Je me demandais juste si c'était compatible ou pas. Mais ce n'est pas une question de jugement du tout de ma part, en tout cas. Mais c'est tout à fait compatible, mais c'est pas, on n'est pas obligé de toute façon d'avoir eu beaucoup d'amants ou beaucoup de maîtresses pour avancer sexuellement. Encore une fois, ça va dépendre. Il y a des personnes qui sont monotâches et d'autres qui sont multitâches. Voilà, je veux dire, moi, je pense encore une fois il faut vraiment toujours faire attention au jugement par rapport à sa propre expérience. Moi, c'est pas parce que j'ai pratiqué le libertinage, j'ai fait du porno et que j'ai eu énormément d'aventures et que j'ai pratiqué plein de choses que je pense qu'il faut faire ça pour se connaître, pour se connaître. Non, sincèrement, je ne crois pas. Moi, c'est une sorte de quête voilà, mais je pense qu'il y a il y a des femmes qui n'auront connu qu'un seul homme et qui auront eu un épanouissement personnel certainement peut-être même meilleur que le mien. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment. Ce qui est important, c'est vraiment cette, cette cohérence avec soi-même, d'être aligné en fait. Et être aligné, c'est de partir de ses racines et de s'élever le plus possible. Et tout ce qui ne nous correspond pas, tous nos blocages, eh bien, c'est ça qui nous empêche de nous élever et d'aller haut. Vous parlez des 4 étapes d'une rencontre.
et j'aime bien les expressions que vous utilisez. Donc, la première étape, c'est le corps à corps. La deuxième étape, le cœur à cœur. La troisième étape, c'est une étape un peu délicate, je ne sais plus quel terme vous utilisez, Une phase délicate. une phase délicate. Et la quatrième étape, c'est la relation d'âme à âme. Je crois que bon, ça se comprend très bien de corps à corps. C'est évidemment souvent aujourd'hui, c'est souvent l'attirance physique qui fait que deux personnes ont envie de se mettre ensemble. Hein. C'était pas le cas il y a un siècle, mais aujourd'hui, c'est quand même pratiquement tout le temps comme ça que les couples se mettent ensemble. Après, il y a en effet des sentiments. Et d'ailleurs, je dis toujours en plaisantant, quand on est en couple et qu'on a envie de rester en couple, si on a, je vais prendre le cas d'un homme, mais j'aurais pu prendre l'inverse, si on a une maîtresse, au bout de 3, 4, 5 fois, il faut peut-être rompre, parce que sinon on risque d'être dans une relation de cœur à cœur, et ça va foutre le bordel dans la relation. Parce qu'en fait, et on voyait encore une fois cette idée de partir du bas et de remonter, puisque le corps à corps, c'est plutôt sexuel, et ensuite le cœur à cœur, c'est parce qu'il y a des sentiments qui se mettent entre les deux personnes. Et on le sait bien au départ, c'est une relation où on a envie de se toucher, de faire l'amour tout le temps, et puis après, on a des sentiments pour l'autre. Après, il y a cette phase où on va découvrir l'autre dans sa vérité propre, et qui sera donc pas exactement comme on imaginait qu'il était ou comme on avait envie qu'il soit. De même qu'il va nous découvrir aussi dans notre vérité propre. C'est souvent une phase délicate aussi, parce que c'est la phase où on va essayer de s'imposer à l'autre. Il y a une sorte comme ça de rapport de force, de rapport de pouvoir qui s'installe dans un couple, qui est pratiquement inévitable. Ou alors il faut avoir déjà bien avancé et être très très spirituellement élevé. Je n'y suis pas encore. Donc cette phase de rapport de pouvoir, elle est vraiment très compliquée, et elle peut être très destructrice. Mais si on arrive à la dépasser, en général, on la dépasse parce que chacun va avoir un pouvoir dans un domaine et l'autre dans un autre, et on arrive à équilibrer ça. Ben après, on est vraiment dans une relation d'âme à âme, c'est-à-dire que ben, l'autre, on a, on est attaché à lui, il s'est passé quelque chose. Il y a même, je trouve, dans des couples au long cours, il y a des ressemblances qui s'installent. On prend des goûts communs qu'on n'avait pas quand on s'est rencontrés. Enfin, il y a quelque chose qui s'installe, qui est de l'ordre de l'invisible, en quelque sorte. Et quoi qu'il en soit, même si on se sépare, enfin moi, c'est ce que j'ai avec beaucoup de mes ex, il en reste quelque chose qui est autre chose que de l'amitié. C'est quelque chose d'indestructible, comme si on était de la même famille. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'acquiert qu'au bout de plusieurs années de vie conjugale, enfin de vie amoureuse en tout cas. Alors, pour revenir à votre livre, Le Nouvel Art d'aimer, il y a tout un chapitre qui s'intitule Le secret des couples heureux. Et alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, il faut lire le livre, je ne sais plus. Mais un secret qui vous viendrait là, en fait. Ce serait quoi? Ce serait quoi? Juste un. On n'a pas besoin d'avoir la liste. Non, mais je pense que, le secret des couples heureux, c'est quand même avant toute chose la capacité à communiquer. La capacité à communiquer vraiment, pas à bavarder sur les infos, ou le temps qu'il fait, ou les vacances, je ne sais où. C'est vraiment profondément communiquer, et de savoir, régler les conflits sous-jacents, et de ne pas laisser s'installer des non-dits. Ça, c'est vraiment pour moi la qualité première. Mais malheureusement, pour communiquer, il faut être deux. Quand il n'y en a qu'un des deux qui arrive à communiquer, c'est pas facile, et ça peut, à plus ou moins long terme, en effet, nuire à la qualité du couple. Dans ce chapitre-là, sur le secret des couples heureux, le chapitre se termine avec un petit paragraphe que je voudrais lire. Le couple permet deux transformations. Se transformer soi-même
et transformer la relation. Vous saurez si vous êtes sur ce chemin quand vous serez sorti de ce besoin excessif d'être aimé et admiré par votre partenaire, quand vous ne réagirez plus comme un enfant blessé dès que votre partenaire touchera votre blessure, quand vous saurez être responsable de votre vie seul sans être obligé de compter sur l'autre, quand vous serez bien dans votre identité masculine ou féminine et que vous respecterez l'identité sexuelle de votre partenaire. Alors, votre union sera accomplie, vous aurez su conjuguer Eros, Philia et Agapé, les trois notions fondamentales de l'amour. Je trouve ça magnifique et hyper clair. Et en même temps, c'est un programme qui me semble Assez imposant, inaccessible. accessible et imposant, tout à la fois. Non, non, c'est assez inaccessible de toute façon, mais comme je dis souvent, moi je crois que ce qui compte, c'est pas d'y arriver, c'est d'être sur le chemin. Après, enfin, moi-même, j'ai pas enfin, moi-même, j'y suis pas arrivée. J'ai un couple qui dure depuis 22 ans et qui va plus très bien. Donc voilà, je crois que c'est pas ça a été un couple formidable et puis à un moment donné on s'est éloigné. Donc c'est très compliqué, c'est très compliqué surtout quand on a des exigences élevées ou quand on a un éros fort. Enfin, c'est pas comme je dis souvent, c'est plus facile de dresser un caniche que de dresser un tigre, hein. Moi, la partie que j'ai beaucoup aimée, c'est tout ce qui est sur le chemin vers l'extase. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, ce mot extase, par rapport à la thématique du nouvel art d'aimer? L'extase, ça a deux sens. Ça a évidemment le sens de jouissance au sens très charnel. Et puis, c'est l'extase qu'on peut acquérir par la méditation ou par le chamanisme ou par des choses qui sont d'un ordre plus spirituel. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ce mot parce qu'il est... Après, il y a des toutes petites extases et puis il y a la grande extase, quoi. Mais déjà, les petites extases, c'est bien. C'est quoi le secret des petites extases? Moi, ça m'intéresse, là, les petites extases. En attendant la grande. Mais déjà, enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a un peu de soleil. Déjà, savoir simplement mettre sa peau pour profiter d'un rayon de soleil et se sentir bien et profiter pleinement de ce moment dans tous les sens du terme et avec tous ses sens, c'est déjà une petite extase. Et je ne suis pas sûre que tout le monde en soit capable. Moi, tout ça, ça m'évoque un passage que j'ai beaucoup aimé, que je vais lire, même si c'est dans la partie de corps à cœur. Prendre un bain, hommage à son corps, croquer un carré de chocolat, cueillir une rose à peine éclose et s'enivrer de son parfum, faire une sieste avec le sentiment de lâcher prise, fusionner avec son chat qui ronronne sur nos genoux, écouter le chant des oiseaux par un beau matin de printemps, relire une lettre d'amour, se noyer dans son reflet au bord d'un lac, admirer un coucher de soleil, se laisser caresser par son amant sans chercher la jouissance. Si vous respectez cet enchantement des sens, vous serez présent à vous-même. Je trouve Oui, ce passage envoûtant. et on pourrait en rajouter plein de moments, de petits moments comme ça. Et si on ne sait pas profiter de ces petits moments-là, qu'on est tout de suite obligé d'aller sur son smartphone pour voir, parce qu'on a entendu le bruit d'un SMS qui arrive, alors que c'est juste un arc-en-ciel, ben, on passe à côté de l'essentiel. J'aime beaucoup ce passage. Je trouve très... comment dire, très inspirant parce que les exemples qui sont donnés, c'est des exemples qui sont accessibles finalement. C'est pas... Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on peut reprocher d'ailleurs à ce terme de spiritualité, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'inaccessible comme ça au tout venant, alors qu'en fait, c'est juste prendre conscience de chaque instant de ce qu'on peut avoir dans la journée. On a plein de moments
qui sont chouettes. Alors, il y a plein de moments qui sont moins agréables, bien sûr, mais on a tous dans la journée des moments qui sont chouettes, qui sont des courts instants. Mais il faut surtout en profiter. Oui, depuis le début de cette interview, j'ai le sentiment que vous nous dites que la spiritualité est accessible à tous et que la sexualité est une bonne voie d'accès, quoi, auquel se rajoutent des petits moments, les jolis petits moments de la journée. C'est ça? Oui, mais je crois, enfin, je pense que, alors encore une fois, je crois qu'on en a besoin. C'était d'ailleurs le sens des religions qui ont permis à beaucoup de gens de supporter ce qui était quand même assez insupportable, parce que si la vie aujourd'hui est quand même, enfin, en tout cas chez nous, assez facile. Il ne faut pas oublier que pendant des siècles, les enfants naissaient, mouraient, les femmes mouraient en couches, les hommes se faisaient trucider à la guerre. Enfin, l'humanité a connu des périodes quand même particulièrement difficiles. Et je pense que la religion était une aide parce qu'elle donnait du sens à cette horreur, cette cruauté, cette difficulté de vivre. Alors aujourd'hui, on a remplacé la religion par une société de consommation, mais tout ça finalement ne donne pas de sens à sa vie. Et je crois que si on veut avoir une existence qui ait du sens, ben, on a besoin de la spiritualité, parce qu'elle donne du sens à ce qui nous arrive. Après, on y met le sens qu'on veut, ou le sens qu'on peut, plus exactement, mais ça me paraît indispensable. Et je crois quand même que notre société actuelle est en recherche de sens, justement. Je pense que alors, il y a tout un courant de bien-être qui se développe, de développement personnel, d'écologie aussi, même si on peut critiquer certaines façons de récupérer politiquement l'écologie. Mais on voit bien qu'on a besoin, on a besoin tout simplement parce qu'on a le langage et qu'on connaît notre finitude. Donc, si notre existence ne prend pas de sens, ça devient terriblement angoissant, et ça développe des maladies, ça développe des addictions. Par exemple, quand on travaille sur les addictions, on voit bien que les gens qui sont dans les addictions, ce sont souvent des gens qui ont un vide intérieur et qui n'ont pas la foi, en quelque sorte, parce qu'ils n'ont pas eu la chance, ou ils n'ont pas fait le travail pour trouver une dimension spirituelle à leur existence. Donc c'est vraiment... et ça peut se découvrir. Moi, par exemple, j'ai vécu à un moment donné vraiment en pleine campagne, et j'ai rencontré des gens qui travaillaient la terre et qui étaient dans la spiritualité. Alors, pas la spiritualité dont on parle dans les développements personnels, mais la vraie spiritualité de la terre, quoi. Donc, je crois que l'humain a besoin de ça. On n'est pas, sinon, en effet, alors, il y a des gens qui vont remplacer la spiritualité par la famille, et ils vont tout mettre dans leurs enfants, leurs petits-enfants, et puis après leurs arrière-petits-enfants, s'ils ont la chance d'être arrière-grand-père. Mais moi, je suis très frappée quand je pose cette question à un auditeur: quelle est la personne la plus importante pour vous? S'ils me répondent mes enfants, je sais qu'il y a quelque part derrière ça il y a un manque de spiritualité, un manque de capacité à s'être mis au monde soi-même. La personne la plus importante, c'est soi, en fait, c'est ça? Ben, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que si on n'est pas en paix avec soi-même, on ne peut pas être dans une relation vraiment d'ouverture aux autres. On en attendra forcément quelque chose, on attendra de la reconnaissance, on en attendra de l'admiration, de l'amour, on attendra de quelqu'un toujours quelque chose. Alors, je sais que
les relations sont toujours des relations d'échange. Mais une relation d'échange, ce n'est pas une quête de quelque chose. Quand on est, quand on est, quand on considère pas que c'est soi la personne la plus importante, on va se dévouer aux autres, mais on se dévoue aux autres parce qu'on en attend quelque chose. En fait, je vous écoute. Du coup, Remarquez, je suis venue pour parler. Hein. oui, oui, absolument, absolument, mais c'est un régal. C'est un régal. Quelle est la place de l'érotisme dans tout ça? Alors, l'érotisme, c'est l'art de jouir, c'est l'art de se faire du bien. Après, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas si simple, mais oui, c'est l'art c'est l'art de se faire du bien. Moi, je fais toujours cette comparaison, vous savez peut-être pas, mais je suis cavalière, et à cheval, on peut monter sportivement, et puis on peut en faire un art. C'est un peu pareil, l'érotisme, c'est faire de la sexualité un art. Ça mène à la spiritualité ou c'est sans relation? Ça mène pas forcément à la spiritualité, mais quelque part, l'art, c'est de la spiritualité déjà. Au sens large du terme, un film, un film extraordinaire va toucher les gens et va leur apporter une dimension supplémentaire. On est quelque part aussi dans cette dimension. Moi, je trouve qu'il faut vraiment que la spiritualité, elle est quand même aussi un sens populaire. Et donc, une chanson qui a marqué une génération, c'est pareil. Elle apporte une dimension spirituelle. Il y a des chansons qui ont transformé plein de gens. Il y a des chansons pas forcément des chansons d'amour. Par exemple, Imagine de John Lennon, c'est une chanson, pour moi, c'est une chanson spirituelle. Alors, Brigitte, à la fin de chaque interview, on demande aux conférenciers de proposer un petit exercice aux personnes qui visionneront la vidéo. Est-ce que vous avez imaginé un exercice possible ou un conseil, quelque chose par rapport à ce nouvel art d'aimer? Merci beaucoup pour cet entretien que je trouve très simple, très clair et très éclairant à la fois. Et je trouve ça chouette, quoi, d'avoir des vraies pistes et en même temps qui ne soient pas complexes à mettre en œuvre, quoi. Voilà. Ça me semble essentiel et en même temps, ça me semble rare. Donc vraiment, vraiment merci pour ça. Merci. Merci à vous. Merci Brigitte, moi je suis émue parce que ça fait 20 ans que je vous suis assidûment et c'est un vrai plaisir de vous avoir rencontré et puis encore plus de vous avoir écouté une nouvelle fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.